êtes sur TV5 Monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, rapport accablant, le Britannique David Cameron et le Français Nicolas Sarkozy sont étrillés pour leur intervention militaire en 2011 en Libye. 5 ans plus tard, le pays est-il définitivement scindé? Les troupes du général Haftar ont pris le contrôle du croissant pétrolier. Khalifa Haftar est-il le nouvel homme fort? Les jours du gouvernement d'union nationale sont-ils comptés? Aux États-Unis, la politique vire au malaise après le mensonge sur la santé de Hillary Clinton. La santé des dirigeants, est-ce le plus grand tabou politique? Peut-on se fier aux bulletins de leurs médecins? Les cas de mensonges sont légion, Mitterrand, Kennedy, Bouteflika, etc. Que sait-on réellement sur la santé de nos dirigeants? Les piratages informatiques sont incessants. Comment protéger nos vies numériques? Sommes-nous trop imprudents dans notre utilisation d'Internet? Les États mesurent-ils le risque ou sont-ils le risque? Lors du dernier G20, le président américain a plaidé pour des règles de bonne conduite. Le cyberespace est-il le nouveau terrain d'affrontements mondiaux? Et pour parler de tous ces thèmes, voici nos kiosqueurs. Thomas Cantaloum, grand reporter pour le site français d'information Mediapart auparavant et notamment correspondant pour plusieurs médias à Washington et à New York. Bonjour. Pierre Aski, cofondateur du site d'information français Rue 89, une longue carrière de journaliste avec notamment des postes de correspondant en Afrique du Sud, à Jérusalem et à Pékin. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Et puis bonjour Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Soir, quotidien généraliste belge. Vous êtes entrée en 84, d'abord journaliste puis chef du service économique et rédactrice en chef. Se joindra à nous tout à l'heure Amaëlle Guiton, journaliste au quotidien français Libération pour parler de cybersécurité. Merci à vous trois d'être ici déjà pour commencer en plateau. Et je vous propose qu'on commence par un retour en arrière. Nous sommes en 2011. Le monde suit avec intérêt le tourbillon des printemps arabes. La Tunisie est l'étincelle d'une flambée générale. En Libye, la contestation contre le régime de Mouammar Kadhafi commence le 13 janvier. Pour éviter une répression de masse, l'ONU et l'OTAN autorisent une intervention militaire avec à leur tête la France et la Grande-Bretagne soutenues par les États-Unis. Le régime tombe. En septembre 2011, le Premier ministre britannique et le président français de l'époque se rendent à Benghazi. Vous allez le voir, rappelez-vous, dans une ambiance de liesse. Alors, 5 ans plus tard, cette semaine donc, une commission parlementaire britannique étrie David Cameron et Nicolas Sarkozy. Des postulats erronés, une analyse partielle de la situation et sans vérification préalable de la menace réelle qui pesait sur les civils libyens à l'époque. Voilà en quelques mots la conclusion de ce rapport accablant, il est vrai. Est-ce qu'on peut dire qu'il confirme ce que l'on savait déjà? L'intervention militaire a été un désastre. Béatrice? Oui, ça je pense que le rapport a le mérite peut-être d'argumenter, mais de façon générale, c'est ça qui est plutôt inquiétant, c'est que ce genre d'intervention est rarement réussi. Et ici, on remarque que ce soit les Américains qu'on a beaucoup accusés de tous les maux pour l'Irak, on reproduit exactement les mêmes choses. C'est pas parce qu'on est deux pays européens, peut-être parés de meilleures intentions, qu'on réussit les choses mieux. Ce qui est aussi intéressant, c'est on s'illusionne souvent, en fait, quand on est spectateur sur les raisons d'une intervention. Ici, ça paraissait humanitaire, mais en fait, les véritables ressorts d'une intervention d'État démocratique, comme les nôtres, que ce soit les Américains ou les Européens, ressortent de considérations politiques tactiques, personnelles par rapport à l'État concerné qui intervient, économique, ou alors ici, en l'occurrence, le terrorisme qui a ajouté une raison d'intervenir, c'est de nous protéger nous-mêmes du terrorisme qui vit ailleurs. Et je pense qu'on parle de la Libye, mais si on parle de la Syrie maintenant, on voit très bien que l'accord qui est fait aujourd'hui pour pacifier la situation ou se mettre d'accord entre Russes et Américains est finalement, à mon avis, peu guidé par des considérations purement dans le bien de la Syrie, mais surtout lié par des considérations propres à chacun des États et des chefs d'État concernés. Je pense que ceci ne fait que nous démontrer cela, hélas, a posteriori, mais je ne suis pas sûre qu'on en tirera des leçons. Oui. Alors, justement, est-ce qu'on peut parler, dans ce cas particulier, quand même, il y a eu l'Irak, on va y revenir dans un instant, mais est-ce qu'on peut parler d'une erreur historique, quand même? Je pèse mes mots quand je dis historique, parce que c'est vrai que, pour le coup, quand on voit la situation 5 ans plus tard, c'est assez probant. Je pense qu'effectivement, à toute échelle, à toute proportion gardée, c'est la même chose que le scénario irakien, c'est-à-dire une intervention basée sur des prémices discutables. Le rapport
Ça, c'est un point très intéressant d'ailleurs de cette commission britannique, dont il faut saluer qu'elle a eu lieu, alors qu'en France, on n'a pas fait le 10e de ce travail d'introspection sur les raisons et les conséquences de cette action. Mais pour revenir au rapport, il émet des doutes sur la véracité de la menace qui avait suscité la mobilisation à la fois de l'ONU, de l'OTAN et l'intervention militaire. Souvenez-vous, il y avait le soulèvement à Benghazi et Kadhafi envoyait son armée pour réprimer Benghazi. Il avait fait un discours absolument horrible en disant on va aller de rue en rue, on va les étriper jusqu'au dernier. Et c'est là qu'il y a eu cet engrenage. Le rapport dit que de fait, la menace n'était pas prouvée. Et à chaque fois, on se retrouve avec a posteriori, avec ce questionnement. Est-ce que, alors dans le cas de l'Irak, on sait que c'était basé sur une fabrication totale. Là, c'est peut-être un effet d'aubaine qui a permis à Sarkozy en particulier de se lancer dans cette opération parce qu'il voulait en gros laver sa passivité et les fautes au moment de la Tunisie. Et puis le rapport dit aussi s'ancrer mieux dans la région, oui, l'accès au pétrole, etc. L'accès au pétrole, bref. Et pour des raisons électoralistes en France également. Voilà. Mais à l'arrivée, on a fait exploser la Libye. 4 ans plus tard, on est encore dans un pays qui est plongé en plein chaos, avec des conséquences géopolitiques sur toute la région et sur l'Europe. Et il y a un moment où il faut effectivement tirer les leçons. Or, par exemple, dans la campagne électorale française qui commence, ce sujet est totalement occulté parce qu'il gêne effectivement tout le monde. Sur les photos, on voit d'ailleurs souvent Juppé était le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy. Donc à droite, évidemment, personne n'a intérêt à soulever cette question. Hollande a pris le relais par la suite, un an plus tard, mais c'est lui qui a dû gérer par la suite de l'affaire, mais il n'a pas non plus envie de mettre ça sur le tapis. Donc on a du mal à tirer les leçons de ces catastrophes. Alors sur les leçons à tirer, je vous propose de regarder la une du quotidien britannique Eye qui nous parle de l'héritage toxique de Cameron. Les Britanniques lui reprochent de ne pas avoir tiré les leçons de la guerre en Irak, ce que vous évoquiez l'un et l'autre, Béatrice et Pierre. Est-ce que c'est vraiment pareil, l'Irak et la Syrie, puisque dans le cas de l'Irak, on a une intervention et une occupation, c'est un désastre. Dans le cas de la Libye, on a une intervention mais pas d'occupation. Alors est-ce qu'il y a une limite à cette comparaison ? Non, la comparaison est relativement juste. C'est une question de proportion. L'Irak est un pays de plusieurs dizaines de millions d'habitants, qui était une puissance régionale. La Libye, c'est 6 millions d'habitants, dont 2 millions d'immigrés, donc uniquement 4 millions de Libyens. Pays qui est plutôt riche, proportionnellement, qui avait beaucoup de pétrole, et donc les dégâts sont moindres. Mais on a bien vu, par exemple, dans les dégâts géopolitiques dont parlait Pierre, le Mali résulte directement de ce qui s'est passé en Libye. Les armes se sont diffusées dans le Sahel et ça a provoqué ce que ça a provoqué au Mali. Donc les conséquences sont énormes. Et le rapport britannique, et encore une fois Pierre l'a souligné, c'est très important. C'est là la force de la démocratie parlementaire britannique, c'est qu'il y a un rapport. Donc, Cameron n'a pas souhaité témoigner dans le rapport, mais il y a un rapport qui a été mené, qui est plutôt bien fait, qui va en profondeur. En France, on n'a pas fait ça. Et ce rapport, il pointe 2 choses. Le fait que Cameron a été suiviste, et suiviste de qui ? Non pas d'Obama, mais de Sarkozy, et n'a pas donné sa place à la diplomatie. Il y avait plein d'éléments de diplomatie. Les premiers étant que Saïf al-Islam, le fils de Muammar Kadhafi, avait fait ses études à Londres, était très connu. Il y avait des relais de communication. Le fait que Tony Blair s'était proposé pour communiquer directement avec Muammar Kadhafi, parce qu'il avait des relations depuis 2004 avec lui, Cameron a écarté ça pour donner place à la solution militaire. Deuxième point du rapport, c'est-à-dire qu'une fois que l'invasion est intervenue, que Kadhafi a été tué, tout le monde s'en est désintéressé. Et c'est vrai qu'il y a eu une forme de désintérêt. Et il y a peu de préparation après coup. Et c'est ça aujourd'hui on appelle. C'est le principal reproche en fait. Et c'est d'ailleurs ce que Barack Obama s'était reproché à lui-même en disant que l'après Libye-Algérie était sa plus grande. Et il avait reproché aux Européens. En fait, c'est son plus grand regret, l'après Libye-Algérie. Justement, Pierre vient de prononcer un mot qui justement fait défaut dans cette histoire et qui explique que Cameron puisse suivre Sarkozy et puis c'est européen. C'est-à-dire que ceci montre de façon patente l'absence justement d'une politique étrangère européenne commune qui permettrait de gérer ces choses, un peu comme on voit le même manque dans la politique sur les réfugiés, de façon normale, classique et en suivant des méthodes. Parce que le deuxième mot qu'on devrait prononcer, c'est qu'on se rappelle, et on est ici journaliste, c'est que parmi ceux qui ont fait peser aussi une pression lourde sur les dirigeants qui sont passés à l'acte, il y a aussi une forme d'émotion, de grande pression médiatico-émotionnelle qui est aussi
pousse certains leaders à monter à la faute en pensant qu'ils seront populaires ou qu'ils auront l'impression de poser des gestes qui seront historiques. Et ils confondent en fait. Et ils ne se fient pas à leurs analyses, mais ils suivent un mouvement émotionnel. Benghazi était très lié à plus d'émotions ça pourrait que faire d'analyse. l'objet d'une émission. Oui, mais le rapport entier, dit ça en fait. effectivement. Le rapport dit que certains journalistes à l'époque se sont aussi terriblement trompés, ou certains médias dans la manière dont ils ont poussé à l'action en surdimensionnant certains problèmes qui sans doute n'avaient pas de fondement. Et je vous propose qu'on s'intéresse à la Libye de 2016, puisqu'il y a une double actualité cette semaine. Mardi, les forces de l'armée nationale libyenne, dirigées par le général Haftar, ont pris le croissant pétrolier. Qui est Khalifa Haftar et est-ce qu'il est aujourd'hui l'homme fort de la Libye, Pierre ? Alors, le général Haftar aimerait bien qu'on croie qu'il est l'homme fort de la Libye. Et en fait, il a grandi, c'est un homme qui a 73 ans, qui était avec Kadhafi au début de sa prise de pouvoir. Donc, il a une longue histoire en Libye. Après, il est parti en exil et il est revenu au moment de la Révolution. Et en fait, il a grandi, sa matrice intellectuelle, c'est Nasser, c'est le nationalisme arabe, et c'est cette culture des hommes forts. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une tentation quelque part qui est difficile à réaliser, mais en tout cas que lui aimerait bien incarner, c'est de replacer un homme fort à la tête de la Libye. Est-ce que ça pourrait être lui, parce que c'est un personnage un petit peu clivant aussi. Il y a des zones un petit peu d'ombre dans son parcours. Il y a beaucoup de zones d'ombre, mais il a deux atouts. L'un, c'est qu'il a une force militaire. Il est général. D'ailleurs, maintenant, je crois il s'est même il est passé promu maréchal. Absolument. Voilà. Il a le soutien de l'Égypte. Il a le soutien de l'Égypte et il a... Le soutien du Tchad, où il était en visite cette semaine également le Tchad, donc qui est président de l'Union africaine en ce moment et qui lui donne visiblement un soutien militaire. Et puis il a maintenant la zone pétrolière. Donc il a quand même pas mal d'atouts dans son jeu. Le soutien des tribus également, est-ce que dans la Libye, ça compte ? Maintenant, la question c'est que... quel est le jeu des Occidentaux vis-à-vis de lui ? Alors, on a, par exemple, vous souvenez-vous, au mois de juillet, les 3 soldats français des forces spéciales qui sont morts en Libye étaient dans un hélicoptère du général Haftar qui a été abattu ou qui a eu une panne, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ils voyageaient, alors que la France n'est pas censée soutenir le général Haftar, puisque elle reconnaît le gouvernement international, le gouvernement de coalition monté par l'ONU, des négociations internationales. Et on voit que tout d'un coup, les forces spéciales, sur le terrain, ont une collaboration avec le général Haftar. Alors, est-ce qu'il y a une ambivalence et que finalement, tout le monde serait derrière cette idée d'un homme fort pour, en gros, faire la paix entre les factions, puisque depuis des années, on n'arrive pas à réconcilier les 2 et maintenant 3 gouvernements qui existent dans ce pays. Je pense que la tentation de l'homme fort, elle est très présente. Quelle est son ambition ? Est-ce que c'est une ambition ? On va regarder une carte de la Libye, parce qu'on va voir que c'est quand même un pays qui compte 2 régions dont on parle régulièrement. La Tripolitaine à l'ouest, où se trouve la capitale Tripoli, et puis la Cyrénaïque à l'est, où se trouve le général Haftar. Est-ce qu'il a une ambition politique pour l'est du pays, pour cette région qui est la Cyrénaïque, ou est-ce qu'il a une ambition nationale ? Non, lui a clairement une ambition nationale. Enfin, c'est comme ça qu'il se présente. Le problème est que la Libye aujourd'hui est terriblement divisée entre Tripolitaine, Cyrénaïque et puis la région du sud qui compte moins parce qu'elle a beaucoup moins d'habitants. Mais il y a un vieux dicton en Libye qui dit c'est région contre région. Au sein des régions, c'est tribu contre tribu, et au sein des tribus, c'est famille contre famille. La Libye, ça fait partie de ces créations post-coloniales artificielles qui ont tenu, grâce effectivement à Kadhafi, qui est arrivé en 69, comme il a fait de 69 à 2011. C'était un des plus vieux dirigeants au monde. Et il y avait une forte unité autour de lui, mais lui n'a rien construit. Et surtout, il n'a pas construit d'État. Il n'a pas d'État qui fonctionne. La seule administration qui fonctionne, c'était l'administration du pétrole. C'est pour ça que Haftar essaie de s'en emparer, même si ce n'est pas une grande prouesse militaire de s'être emparé des complexes pétroliers. Il se trouve que moi, j'y ai beaucoup été en 2011-2012. C'est pas un exploit militaire fabuleux, d'autant qu'ils ne produisent rien. C'est l'aboutissement en fait, de tous les puits de pétrole. Est-ce que ça veut dire qu'il va faire couler le pétrole à flot ? Parce que là, on a 2 régions. On a la Tripolitaine avec 1/3 des réserves de pétrole, la Cyrénaïque avec les 2/3 des réserves de pétrole, du moins du temps de Kadhafi. Aujourd'hui, on ne sait plus trop bien. Donc, on a 2 parties de la Libye qui ont du pétrole, donc potentiellement des ressources. Est-ce que, autrement dit, la partition de la Libye pourrait être actée ?
C'est ce que beaucoup de gens plaident en disant que c'est un pays qui ne peut pas tenir comme ça. Mais il y a des gens comme Haftar qui souhaitent effectivement maintenir l'unité de la Libye. Les islamistes, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, mais ils plaident aussi malgré tout pour l'unité de la Libye. Donc il y a toujours cette idée que si on fait une partition, on ouvre la boîte de Pandore de tous les États post-coloniaux. Mais est-ce que de Donc, fait, là, il n'y a pas une gouvernements partition occidentaux ne déjà sont pas favorables à ça. Et on a pu voir les différents envoyés de l'ONU n'ont jamais avancé la possibilité de la partition comme solution. Est-ce que de fait, il y a une partition quand même, malgré tout, même si elle n'est pas actée Mais on voit que la tendance est en fait à la solution qui est la plus pratique et qui est la plus convenable. Et de nouveau, si on fait le parallèle avec le cas syrien, on voit que Assad est aussi toujours en poste parce qu'à un moment donné, les circonstances font en sorte que l'homme fort reste finalement la clé pour les interventions et les intervenants étrangers. Et donc, ils ont une puissance de feu supérieure à d'autres composantes parce qu'ils offrent une solution pratique lorsque les puissances étrangères qui veulent intervenir n'en ont plus la clé. Ici, on voit, c'est un terrible échec sur la Syrie de reconnaître qu'on n'a pas réussi à déloger la personne qui était considérée comme monstrueuse et avec laquelle on va pactiser pour trouver une solution. Ici, il se peut qu'on se trouve dans un scénario qui est relativement semblable, en fait. Et il y a aussi le jeu des voisins qui compte. On l'a dit, Haftar est soutenu par le maréchal Sissi en Égypte et par Idriss Déby au Tchad. Donc la Russie aussi. Les deux voisins les plus importants stratégiquement, puisque en particulier, et ça c'est très intéressant, parce que le Tchad a une longue histoire avec la Libye. Ils ont été en guerre, et d'ailleurs le général Haftar a été prisonnier du Tchad au moment des affrontements entre le Tchad et la Libye à l'époque de Kadhafi. Ce qui lui a d'ailleurs valu la disgrâce. Absolument, mais ça veut dire que les liens sont très importants. Et la région sud de la Libye, c'est le ventre mou du pays aujourd'hui. C'est par là que passaient toutes les armes et que passent toutes les armes et tous les trafics en direction du Sahel et donc de la déstabilisation de cette région. Donc que les voisins décident à un moment que ça suffit, on va essayer d'appuyer une solution autoritaire en Libye pour mettre fin à cette insécurité totale, c'est pas tellement surprenant. Est-ce qu'ils peuvent arriver à leur fin? Ça, c'est plus compliqué parce que la réalité militaire et humaine et n'est pas exactement celle-là pour l'instant. Mais en tout cas, on a l'impression que c'est la tentative qui est en cours. C'est-à-dire que dans les prochaines semaines, il va falloir voir si le général Haftar et ses troupes essayent de prendre le contrôle de Tripoli. Et en même temps, ça fait très longtemps que le général Haftar est soutenu par l'Égypte et bien vu des Américains. Et il ne progresse pas tellement militairement ni politiquement en Libye même. Donc voilà, je ne suis pas convaincu que le fait qu'il ait saisi les puits de pétrole va être une avancée incroyable pour lui. Est-ce que ça peut se jouer, et peut-être que ça va dans le sens de ce que vous alliez dire, autour de la bataille de Sirte contre le groupe État islamique? Est-ce que peut-être celui qui gagne cette bataille-là remporte la Libye, pour dire ça comme ça? Alors, lui n'est pas dans le coup de ce qui se passe à Sirte. Et il a d'ailleurs profité du fait que tout le monde était occupé à Sirte pour prendre le contrôle un petit peu plus à l'aise. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, l'hypothèque État islamique qui commençait à peser très lourd sur l'équation libyenne a disparu, ou en tout cas est en passe d'être temporairement éliminée. Donc, on en revient aux affaires libyennes de manière un peu plus stricto sensu. Risque de guerre civile? Encore une? On pourrait, mais c'est là que justement, je pense que les puissances étrangères vont intervenir pour que ça ne se présente pas, parce qu'il faut savoir que toute cette instabilité dans la région continue à embêter pas mal de nous, en Europe, tout ce qui est cet afflux de réfugiés, etc. Donc il y a une volonté de faire pression. Moi, ce qui me faisait un peu... c'est une considération plus générale, mais je voyais le sommet européen cette semaine, et quand on voit que les Européens commencent seulement à se poser la question d'action, parce qu'ils disent le monde est de plus en plus insécure, donc pas sûr, et on doit changer de notre politique de soft power vers quelque chose de plus lourd, et on se dit qu'ils sont en train juste de commencer à élaborer une intervention hors de leurs frontières, alors qu'en fait le monde va mal. Donc je pense qu'il y a là-dessus, je pense que l'échec européen et la naïveté européenne et l'incapacité des Européens à développer des politiques communes, à être une intervention réelle. L'impuissance de Mme Mogherini, par exemple, qui est pleine de bonne volonté, mais empêche ce genre de... Il y aurait une guerre civile, on serait de nouveau extrêmement impuissants comme Européens face à cette situation. D'un mot vraiment pour terminer. Et au-delà, puisque les Nations Unies qui ont nommé un émissaire qui tourne en rond depuis des mois, qui a réussi à faire émerger un gouvernement qui était censé être
la réunification nationale est Ne marche aujourd'hui pas, dans une impasse totale. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le problème qui est en partie lié à l'international ne viendra pas de l'international? Est-ce qu'aujourd'hui, la résolution ne peut être que libo-libyenne? Je sais pas comment... Et régionale. Libyenne et régionale, effectivement. On va voir le rôle. Effectivement, tu as mentionné le Tchad, l'Égypte, la Tunisie qui aimerait bien, parce que la Tunisie pâtit énormément en fait de ce qui se passe en Libye. La plupart des attentats qu'on a pu voir ces 2 dernières années en Tunisie viennent de Libye. Donc le conflit, il est entre les mains des Libyens, mais les Libyens, finalement, la Libye n'a tenu que grâce à un homme fort pendant 30-40 ans. Peut-être une solution régionale. Et voilà, ça va être très difficile parce que voilà, aujourd'hui, c'est milice contre milice, tribu contre tribu, famille contre famille, et c'est un peu toujours connu ça en Libye, malheureusement. Merci à vous trois. Je vous propose qu'on avance, qu'on continue avec cette image qui a beaucoup tourné cette semaine, qui a fait le tour de la planète, celle d'une femme prise d'un malaise. Or, cette femme cherche à devenir l'homme le plus puissant de la planète. Voici la difficile semaine d'Hillary Clinton, candidate à la présidentielle américaine. C'était hier matin à New York. Hillary Clinton vient de quitter les cérémonies de commémoration du 11 septembre. Elle est appuyée sur un plot en ciment soutenu par une femme à sa gauche. Sa voiture s'arrête, elle n'a que 2 mètres à faire. Elle titube. 2 heures après l'incident, Hillary Clinton ressort de l'appartement de sa fille, le sourire aux lèvres. Elle ne mentionnera jamais qu'elle soigne une infection au poumon. Are you feeling better? Yes, thank you very much. Welcome. Oh, thank you so much. It is great to have you here. Let's talk about everything. Voilà, ça c'est vraiment l'humour des talks politiques aux États-Unis qu'on aime beaucoup. I feel good qu'on entendait tout à l'heure, traduction pour ceux qui ne parleraient pas en anglais, je me sens bien, comme pour bien prouver que son infection pulmonaire est maîtrisée. Hillary Clinton se porte bien. Reste que elle a chuté dans les sondages, les écarts se resserrent. À quel point cette image d'elle chancelante va rester dans les mémoires et handicaper le reste de sa campagne? Je rappelle que la présidentielle est dans 2 mois maintenant à peu près. Un peu moins de 2 mois, 1 mois et demi. Pour moi, l'image la plus forte, c'est pas celle de Hillary Clinton qui s'effondre devant sa voiture, c'est l'image de 90 minutes après où elle sort de sa fille et devant un parterre de journalistes à qui elle déclare que tout va bien, que c'est une journée merveilleuse à New York et s'en va sans répondre aux questions. Et ça, je pense, c'est ce qui fait le plus dommage à la campagne de Clinton, c'est la dissimulation. Voilà, c'est parce que en fait. Les Clinton ont une longue histoire maintenant qui date de 25 ans avec les États-Unis. Et ce qu'on leur a toujours reproché, c'est de faire les choses selon leurs propres règles et notamment de dissimuler des choses au lieu de dire simplement la vérité. Et là, c'est ça. Il suffisait à Hillary Clinton de venir devant les journalistes assemblés, de déclarer une campagne, c'est difficile, j'étais en plein soleil, j'ai une pneumonie qu'on m'a diagnostiquée depuis vendredi. Donc voilà, oui, je me suis effondré, mais vous voyez, maintenant, ça va mieux. Elle n'a pas été capable de faire ça. Et ça, c'est quelque part dans le mode de campagne à l'américaine qui suit 24 heures sur 24 dans les médias, cette dissimulation, je pense que c'est ce qui lui porte plus préjudice parce que ça rentre finalement dans ce que les Américains connaissent les Clinton et ce dont ils se méfient du couple Clinton, c'est ça, c'est la dissimulation et en fait de toujours vouloir écarter les problèmes, de ne pas en parler. Et elle a fait exactement ça. Et c'est pour moi, c'est ça l'image la plus forte. On comprend bien cette image qui lui colle à la peau de mensonge, ça encourage encore l'image négative qu'on a d'elle, en tout cas ceux qui ne sont pas de son camp. Cela étant dit, une pneumonie, c'est pas une maladie mortelle. Est-ce que c'est si grave ? Comme toujours aux États-Unis, c'est le fait de cacher qui est plus important que ce qu'on cherche à cacher. Et le paradoxe, parce que je pense qu'il y a effectivement le fait que c'est une Clinton et qu'on soupçonne les Clinton de toujours cacher des choses.
Et puis c'est une femme et que je pense qu'on est plus sévère avec elle dans les médias, dans l'opinion, dans les milieux conspirationnistes qui sont très actifs depuis des mois et des mois sur De folles rumeurs sur sa santé. oui, sur l'idée qu'elle a une tumeur au cerveau, qu'elle a plein de choses. Il y avait une coupe transversale d'Hillary Clinton l'autre jour dans un journal américain avec toutes les maladies qu'elle était supposée avoir, qui étaient invraisemblables. C'est quand même... Et ce qui est terrible, c'est qu'au même moment, Trump ne rend pas public sa feuille d'impôt, alors que ça fait des semaines qu'il est poussé à le faire et que là aussi, c'est une question de transparence et que tout ça passe à l'as et que c'est lui qui en profite aujourd'hui de cette situation. Je crois qu'on est aussi victime de là où on fait sa publicité, c'est-à-dire que Trump, les gens ne s'attendent pas à ce qu'il soit et qu'il paye ses impôts et qu'il soit bien coiffé et qu'il dise la vérité. Quelque part, on s'attend à ce qu'il soit un peu raciste. Donc voilà, les gens finalement lui reprochent pas ça, lui reprocheraient d'autres types de choses. Donc je crois qu'on met le cutter ou qu'on met le truc où ça fait mal, là où les gens veulent paraître absolument immaculés, formidables. Ici, c'est sur deux choses, c'est-à-dire qu'elle est une femme, certes, mais je pense que c'est surtout quelqu'un qui s'est présenté comme terriblement peu fragile. Elle ne montre pas de signe d'empathie. Elle est incapable de faire ce que vous dites, en fait, d'avoir une forme de sincérité. J'ajouterais par ailleurs que c'est très difficile d'être sincère sur ces choses-là parce qu'il faut reconnaître que le monde extérieur, que ce soit les observateurs, les experts, les opposants, le public, attend que la personne n'ait pas de faille. On va prendre un exemple qui n'est pas celui-là. Si on prend toutes les questions qui se posent, que certains se posent par exemple par rapport à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne, je pense que c'est très très difficile pour lui. D'ailleurs, il refuse parfois, il en parle quand on est en conversation comme ça, mais il refuse de le faire objectivement, de démentir officiellement l'histoire qui serait alcoolique, parce qu'il dit à partir du moment où on en reparle, et donc on ouvre une boîte qui n'est jamais fermée. Donc c'est la sincérité ou une forme de vérité là-dessus sur ce que vous est dites, difficile. C'est intéressant. Je vous propose qu'on regarde cette une de l'hebdomadaire britannique The Economist qui consacrait un dossier spécial à l'ère de la post-vérité dans laquelle la politique serait entrée. La question ne serait plus de savoir si la vérité est tue, dissimulée ou travestie, mais de constater que la référence même à la vérité est désormais secondaire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde politique, on parle des États-Unis, mais on peut élargir, est-ce que finalement l'omission est un secret coupable alors que le mensonge assumé, finalement, c'est un mérite plutôt? Non, mais il y a un contexte particulier à l'élection américaine. Je crois que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu deux candidats aussi âgés qui se présentent. C'est 68 et 70 ans, je crois. Voilà, alors bientôt 69 ans. Et Hillary Clinton, c'est malheureusement pour elle de notoriété publique qu'elle n'a pas une santé. Elle a fait une attaque quand elle était au State Department, une fracture de fatigue. C'est pas quelqu'un qui pète la santé. Donald Trump, visiblement... en tout cas, s'il a des maladies, on ne le sait pas. Parce que voilà, on ne peut pas faire confiance aux bulletins médicaux. Trump a participé à cette émission, le show du Dr Oz, où il a présenté son bulletin de santé. En gros, il est en surpoids, mais il pète le feu. Il y a deux, trois choses dans le bilan, mais on sait très bien qu'on ne peut pas faire confiance. Ce sont des praticiens. On ne sait pas ce qui se dit entre le médecin et le candidat, en l'occurrence, mais le patient. Donc voilà, c'est des choses dans lesquelles on ne peut pas faire confiance. Et Hillary Clinton a, entre guillemets, eu le malheur d'avoir eu des maladies, des incidents très publics, parce qu'effectivement, c'est une personnalité publique depuis 25-30 ans. Donc voilà, il y a un contexte un peu particulier à cette élection. Les Américains nous ont habitués généralement à avoir quand même souvent des candidats plus jeunes. Et là, il y a deux candidats âgés. Et donc, légitimement, se pose la question. Enfin, des candidats plus jeunes, on prenait Kennedy, il était jeune, il était quelque part plus mal en point Clinton pour gouverner. Donc, on l'a su bien longtemps après, c'était tu. Enfin, ses mots de dos étaient le rendaient incapable. Cette question de l'âge est intéressante. Est-ce qu'ils sont trop âgés pour affronter un mandat présidentiel dont on sait que c'est très difficile physiquement et mentalement? Est-ce qu'ils sont trop vieux? Je pense qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de critères. Le critère, c'est celui d'être capable physiquement, intellectuellement et d'avoir l'expérience. Donc, il y a cet équilibre à trouver entre avoir suffisamment d'expérience et ne pas être trop âgé. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça jouera sur notre campagne ici, parce que Alain Juppé en France est à peu près le même âge qu'Hillary Clinton, et on voit bien que Nicolas Sarkozy, qui a 10 ans de moins, a commencé à titiller sur cette question, mais il n'ose pas dans la mesure où effectivement, si Hillary Clinton est élue et l'élection américaine est juste avant la primaire
des Républicains en France. Si Hillary Clinton est élue, Juppé est inattaquable sur la question de son âge. Donc on voit bien que la question de l'âge, elle est... Il y a eu un précédent en France de Jospin disant à voix off à des journalistes Exactement, que c'était Chirac était peut-être trop vieux en 2002. Ça lui était revenu comme un boomerang dans la figure. Et ça l'a flingué, effectivement, d'attaquer son rival sur ce terrain. Il y a aussi le fait de remplir des postes qui sont ici les commander-in-chief. Ça veut dire que le rôle est essentiel et paré de tous les pouvoirs et de pouvoirs qui sont peut-être aussi... il y a peut-être quelque chose, mais ça c'est une réflexion de gouvernance mondiale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces postes-là sont présentés comme trop omnipuissants. Je veux dire, en général, c'est mieux de présenter une équipe. Ici, par exemple, c'est vrai qu'on a peu vu son vice-président, donc on a l'impression que tout repose sur elle, et dès lors, évidemment, tout risque est démesurément grandi, parce que finalement, il y a une personne qui semble tenir l'avenir du monde entre ses mains. Donc je pense que là aussi, c'est vrai spécialement dans ces postes-là, mais je pense qu'il y a une illusion à se dire qu'à un moment donné, une seule personne peut régenter une politique d'un pays aussi grand. Il n'y a pas d'équipe, en fait. Cette question de la vérité, vous montriez la une de l'Économiste, cette question de la vérité, elle est au cœur de la crise de nos sociétés aujourd'hui, parce que, en fait, on l'a vu émerger au moment du référendum britannique, le Brexit, avec des mensonges absolument énormes qui ont permis la victoire du camp du Leave, donc de la sortie de l'Union européenne, et qui se sont dégonflés dès le lendemain du vote. Et c'est vrai qu'aux États-Unis aujourd'hui, on a vu des groupes de pression qui occupent Internet, l'espace Internet, parallèlement aux médias, parallèlement à toutes les expressions légitimées, avec des mensonges absolument incroyables. Trump lui-même, d'après le site PolitiFact qui est lié au Washington Post, a 78% de mensonges dans toutes ses affirmations depuis un an. Et pourtant, ça passe. Donc il y a un rapport à la vérité aujourd'hui qui est changé, parce que je pense que les gens ne votent pas pour Trump ou ne choisissent pas de soutenir Trump parce qu'il dit la vérité, mais parce qu'il est celui qui va emmerder le plus le système, pour parler un peu vulgairement. Alors, puisque vous parlez de vérité, on va s'intéresser à la France, ce qui nous garde quand même un lien bien avec notre thème. Mentionnons la fin de la présidence de Georges Pompidou, marquée par sa maladie cachée. Il est mort en fonction. Il y a eu ensuite le mensonge durant les 2 septennats de François Mitterrand, cancer de la prostate métastasé, puis l'AVC de Jacques Chirac. Aucun texte officiel en France, pour parler de la France, n'encadre le suivi médical d'un président. Où est la limite entre respect de la vie privée d'un dirigeant et le devoir d'informer sur la santé de celui qui potentiellement peut prendre des décisions très importantes pour un pays? C'est la quadrature du cercle. Belge spécifique. J'ai eu l'occasion de discuter avec des médecins qui suivaient en fait un patron d'une grande entreprise belge qui a un problème de tumeur au cerveau. Et ils m'ont confié, après la mort de cette personne qui a connu quelques difficultés alors qu'il était en mandat, en disant que c'était très difficile pour l'équipe de médecins. Il y avait une volonté de protéger en fait la personne au détriment à un moment donné du devoir d'intervention pour dire il n'est plus en état de gérer son entreprise. Et objectivement, on voit que là, qui peut à un moment donné prendre la responsabilité? Normalement, les médecins devraient pouvoir le faire quand ils estiment. On le voit ici dans les cas que vous citez, les médecins ne se sentent pas du tout autorisés. Donc s'il n'y a pas de texte de loi, je suis très réticente à l'idée, à la publication automatique des bulletins de santé, etc. Mais s'il n'y a pas cette nécessité de dénonciation, d'intervention, on ne le fait pas. En fait, je pense qu'on ne passe pas à l'acte. Du président Malan, quand même. Oui, je pense que la responsabilité, elle incomberait plus au président. Et effectivement, on rejoint là, aujourd'hui, la présidence de la Ve République comme la présidence américaine. Ce sont des espèces de présidences impériales où, effectivement, le président est seul sur son trône et il ne veut pas en sortir à moins de mourir. Et je pense que là, il y a une question de responsabilité personnelle. Effectivement, Pompidou est mort en fonction. Mitterrand est mort très peu de temps après avoir quitté ses fonctions. Jacques Chirac est devenu malade après avoir quitté ses fonctions. Ronald Reagan est devenu malade après avoir quitté ses fonctions. D'ailleurs, c'est intéressant à propos de Reagan, puisque son Alzheimer a été diagnostiqué peu après qu'il soit parti de ses fonctions. Et aujourd'hui, on commence à voir des mémoires de certains de ses conseillers qui disent oui, mais peut-être que finalement, quand même, ça s'était un peu déclaré avant la fin de ses fonctions. On sentait déjà des trucs qui n'allaient pas. Là, je pense que ça sera les responsabilités des hommes politiques eux-mêmes de dire ça ne va plus, je ne suis plus en état. Alors justement, mais bon, effectivement, ils sont investis un tel ego
plutôt que c'est souvent une phrase. Mais on ne s'est pas intéressé quelque chose qu'ils ici n'osent pas à la question de la santé mentale. Ça pourrait faire l'objet peut-être d'un autre débat pour savoir qui veut y aller et pour quelles raisons. Mais juste pour terminer sur ce thème, il y a quand même un peu cette idée que le corps du dirigeant, c'est l'incarnation du pouvoir, mais au propre comme au figuré. Est-ce que la santé, c'est la limite ultime du pouvoir? Est-ce que c'est le tabou ultime du pouvoir? Pour terminer sur ce thème. Je ne sais pas si c'est le tabou ultime, mais c'en est un assurément, parce que je ne pense pas que ça soit du registre de la loi. La loi ne va pas régler une telle question. C'est une question éthique avant tout, qu'un dirigeant puisse lui-même décider à quel moment il n'est plus capable d'assurer ses fonctions. Et on sait bien qu'aucun dirigeant n'acceptera de quitter le pouvoir de lui-même en état de faiblesse. Donc c'est pour l'instant aucune démocratie n'a trouvé la solution à cette Non, je pense que c'est lié, comme vous disiez, entre guillemets, à l'ego des hommes. On le voit aussi combien de patrons de dynasties industrielles ne font pas la passation de pouvoir vis-à-vis de leurs propres héritiers et laissent un empire parfois s'effondrer parce qu'ils n'ont simplement pas voulu, à un moment donné, dire « je me retire et je fais monter mon fils », etc. Mais on doit se rappeler un peu à nous-mêmes. En fait, en général, c'est très difficile d'abandonner une fonction et de construire la suite. Et ici, moi, je crois vraiment qu'il y a une responsabilité des médecins qui doivent à un moment donné alerter les proches, conseiller et dire qu'à un moment donné, si il n'y a pas prise en charge d'un problème qui empêcherait quelqu'un de prendre des décisions, ils seront obligés de le rendre public. Moi, je crois qu'à un moment donné, l'éthique médicale, chacun doit être dans son rôle. Le problème, c'est que souvent, les médecins, autour de ces hommes de pouvoir, sont des proches qui les aident plus à camoufler qu'à être lucides, en fait. Et pour boucler la boucle sur ce thème, rappelons que d'ici 8 jours, dans 8 jours, il y a le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Nous verrons donc dans quelle forme il se trouve. Sylvia, par ailleurs aussi, il y a souvent des conseillers qui ont un intérêt à laisser ce vieil homme ou cette vieille femme continuer malade à assurer le pouvoir, parce que c'est l'occasion pour eux de tirer les ficelles. Et que ça, c'est aussi l'histoire, on est plein de ces exemples où ils exercent le pouvoir à la place du patron. Alors elle est parfaitement en forme. Elle va nous rejoindre, Samuel Guiton, qui nous rejoint pour parler de cybersécurité, puisqu'il n'y a pas une semaine sans piratage informatique notoire. Cette fois, un groupe de hackers a une nouvelle fois divulgué des informations sur des athlètes en lice aux Jeux Olympiques de Rio cet été. Ces pirates sont soupçonnés d'être liés au renseignement militaire russe. On va en parler avec vous, Amel. Merci de nous rejoindre. Il y a 2 semaines, lors du G20 en Chine, le président américain avait lancé de manière sous-jacente un avertissement au Kremlin, suspecté d'avoir réalisé plusieurs piratages d'envergure aux États-Unis. On le réécoute. Nous avons eu des problèmes de cyber-intrusion dans le passé, depuis la Russie, et aussi depuis d'autres pays. Voyez-vous, nous entrons dans une nouvelle ère dans laquelle un certain nombre de pays ont d'importantes capacités. Et franchement, nous avons plus de capacités que n'importe qui, que ce soit sur le plan offensif ou bien défensif. Mais ce que nous ne pouvons pas avoir, c'est une situation qui devienne le Far West, dans laquelle des pays avec d'importantes cybercapacités s'engagent dans une compétition malsaine ou un conflit. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà une question qu'on va se poser. Amel Guiton, je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien français Libération, spécialiste du cybermonde, si vous me passez l'expression. Pour rebondir à ce que disait Barack Obama, donc c'était une allusion à peine voilée aux Russes, à Vladimir Poutine. Pourquoi ce sont toujours les Russes qu'on accuse? Est-ce qu'il y a de vraies raisons de les accuser? Alors, il y a évidemment toujours de vraies raisons, parce qu'on sait qu'il y a des États qui ont des équipes de hackers qui sont particulièrement efficaces. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine, c'est le cas aussi des États-Unis, évidemment, il faut toujours le rappeler. Après, on est aussi dans un contexte qui est très particulier, qui est celui d'une montée de tension entre les États-Unis et la Chine, avec effectivement le piratage notamment du Comité national démocrate, dont les emails ont été publiés cet été. Ça a entraîné quand même la démission de la présidente du parti. Bon, les Russes ont été accusés. La vraie difficulté, c'est que c'est toujours compliqué de faire la part des choses, de ce qui relève effectivement de ce scénario de guerre froide 2.0 qui revient, et puis de la réalité des cyberattaques elles-mêmes. Parce que ça, c'est quelque chose que tous les spécialistes disent et répètent. Il n'y a rien de plus difficile que d'attribuer une cyberattaque, parce que souvent, on peut avoir aussi des attaquants qui se font passer pour d'autres. Je me souviens
vient par exemple des cybermercenaires, on peut dire ça comme ça. Il y a des cybermercenaires, il y a des gens qui se font passer pour des Chinois ou pour des Russes. Enfin, c'est quand même assez fréquent, y compris en travaillant à certains horaires, en utilisant certaines langues dans des bouts de code, etc. Donc on est dans des jeux de fausses. On vient d'entendre le président américain qui souhaite instaurer des règles de bonne conduite. Lesquelles et comment? Parce qu'il y a une opacité totale en fait sur ce qui se passe dans ce cyberespace. Ça semble d'autant plus compliqué que effectivement, ça donne un peu envie de dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Enfin voilà, on est aussi effectivement dans un contexte de course aux armements de part et d'autre. Donc c'est peut-être effectivement de ça dont il faudrait partir, mettre à plat ce qu'il en est aujourd'hui de la course aux armements. Très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à l'envisager, puisque tout ça étant de toute façon totalement couvert par le secret défense dans tous les pays. On a vu la guerre froide, on a vu la course à l'armement nucléaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le cyberespace, on peut le dire, est le nouveau domaine d'affrontement mondial? C'est un domaine d'affrontement. Alors après, on n'a pas encore basculé dans des scénarios catastrophes, mais ce sont des scénarios. Ce serait quoi le scénario catastrophe d'ailleurs? Le pire cas de figure, c'est quoi? Ce serait des usages effectivement de piratage, mais qui pourraient avoir des effets dans le réel sur des infrastructures critiques. Une centrale nucléaire. Il y a déjà eu le cas des centrifugeuses d'uranium en Iran avec le fameux virus Stuxnet qui a été découvert en 2010. Donc oui, on sait que de toute façon, la cyberguerre, entre guillemets, c'est pas uniquement dans le cyber. Je pense qu'il y a une petite différence pour compléter ce que dit Amael, c'est qu'effectivement, il y a une guerre ouverte dans le cyberespace entre la Chine, la Russie, les Américains, les Européens, les Français. La nouveauté de ce qu'on a pu voir de ces dernières fuites, c'est qu'en fait, des groupes de hackers, qu'on présume être russes, ont livré d'informations aux médias, et ouvertement. Et honnêtement, ce n'est pas des informations cruciales sur le bilan de santé des athlètes américains ou bien les mails du Parti démocrate. On n'est pas dans, effectivement, manipuler des centrifugeuses nucléaires. Mais du coup, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est une utilisation médiatique de ces fuites, enfin de ces butins qui sont obtenus grâce au hacking. Et donc là, effectivement, il y a carrément on met sur la place médiatique ce qu'on est capable de faire, les exploits, et comment ça ennuie, entre guillemets, ça embête l'adversaire. Donc pour l'instant, si je vous comprends bien, on en est plus à un stade d'embêter l'adversaire, de saboter l'adversaire, comme dans le cas de l'Iran. On n'est pas dans un cadre de guerre ouverte, vraiment? Je pense que c'est pas tout à fait la même nature. Là, on parle effectivement de vieilles méthodes qui sont effectivement de rendre publiques des informations qui peuvent être embarrassantes pour le camp adverse, mais qui ont été obtenues par des méthodes nouvelles qui sont celles des hackers. L'Iran, c'est un acte beaucoup plus militaire, dans le sens où on détruit des infrastructures, on détruit pour la capacité. Pour les spectateurs qui ne le sauraient pas, donc c'est un virus. Un virus qui a été introduit. Un malware qui a été introduit et qui a détruit. Dans le système informatique de l'appareil nucléaire de fabrication, de recherche et de fabrication des armes nucléaires en Iran, et qui a effectivement, en gros, retardé de quelques années les capacités de ce pays. Mais il faut savoir que, et là on est vraiment au début de cette histoire, c'est que pour l'instant, il n'y a jamais eu de vraie cyberguerre, au sens où comme disait Amael, on s'attaquerait par exemple au système électrique américain qui ferait que pendant 3 jours, il y aurait un blackout sur tous les États-Unis. C'est techniquement tout à fait possible. On le sait, et c'est dans tous les scénarios de science-fiction, cyberguerre, mais on le sait que c'est... C'est de la science-fiction, Amael, ou pas? Ou est-ce qu'on se rapproche de cette réalité-là, quand même? De toute façon, il ne s'agit pas non plus d'affoler les gens, mais c'est bien évident qu'on est de plus en plus connectés, et on va l'être de plus en plus, parce qu'il y aura... Enfin, voilà, c'est aussi les objets connectés qui arrivent, etc. Et donc, les infrastructures critiques, elles aussi, sont connectées. Elles sont fort heureusement beaucoup mieux sécurisées que les données... fort heureusement, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, enfin si, que les données de monsieur et madame tout le monde. Enfin, il y a quand même, il y a des, y compris, il y a des obligations pour les entreprises jugées critiques en termes de cybersécurité aujourd'hui. Ça a été inscrit dans la loi française en 2013, par exemple. Donc, quelles sont ces règles alors qui sont imposées? Alors pour le coup, elles doivent mettre en place des politiques de cybersécurité
plus approfondie, avec un travail avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui dépend de Matignon et qui supervise tout ça. Donc il y a quand même un travail de sensibilisation beaucoup plus fort. Alors au-delà des dans la entités, prévention. vous l'évoquiez, il y a aussi les internautes lambda, c'est vous, c'est moi. Lequel d'entre vous, est-ce qu'il y en a un entre vous ici qui, par exemple, a mis un petit bout de scotch sur la caméra de son ordinateur ? Moi, ça m'est Non, arrivé. j'ai pas mis le bout de scotch, mais enfin, Amal et moi, on a travaillé ensemble l'an dernier, par exemple, sur une histoire. On a communiqué par messagerie cryptée. Et moi, si je sors mon téléphone portable, vous trouverez facilement un VPN et 3 ou 4 types de messagerie cryptée que j'utilise régulièrement, à la fois en France, mais aussi, par exemple, je travaille beaucoup avec une correspondante au Maroc qui, elle, pour des raisons de sécurité, est obligée de travailler par messagerie cryptée. Donc c'est devenu une pratique courante parce que même si je ne travaille pas sur des dossiers sensibles, je me méfie des hackers, mais je me méfie aussi de mon propre gouvernement. On va prendre... pardon, justement... d'investigation là, du ICIG qui a fait les LuxLeaks, qui travaille encore ici sur d'autres dossiers, fatalement fonctionne uniquement par cryptage entre eux, puisque fatalement ils travaillent avec les outils du moment. Hein. C'est pas le cas pour la majorité des utilisateurs d'Internet. On va prendre l'exemple concret de la Belgique. Près d'1 million d'ordinateurs seraient aux mains de cybercriminels en Belgique. Comment alerter les Belges ? Comment on peut savoir ? Alors d'abord, est-ce que ces chiffres vous paraissent raisonnables ? Et comment alerter en fait les utilisateurs d'Internet ? On avait la NSC qui était infiltrée dans notre société ex-publique de télécom. Donc, vous savez, je ne crois pas que si on veut prendre un exemple de protection maximale du cyberespace, je ne suis pas sûre que la Belgique soit au top de la qualification. J'ai juste une question. Je me posais la question pour l'Europe, parce que je voyais au dernier Conseil encore, les Européens ont décidé de lancer, surtout de donner un coup d'accélérateur à la numérisation des 28. Alors, je me demandais si, quand vous disiez les Européens sont eux aussi actifs dans cette cybersurveillance où entre avec les Russes et les Américains, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'au niveau européen, on n'est de nouveau pas à la traîne dans cet équilibrage géopolitique ou est-ce qu'on est outillé L'ancien directeur technique de la DGSE disait assez clairement que la DGSE jouait en première division. C'était du renseignement. On a le cas du BND en Allemagne qui travaille de manière très étroite avec la NSA et Dieu sait si ça leur pose énormément de problèmes en Allemagne. Donc il semblerait quand même que les services de renseignement français n'aient pas trop, de renseignement européen n'aient pas trop à rougir entre guillemets par rapport à d'autres. Sauf qu'on est de nouveau dans des politiques nationales, voilà, parce que ça. c'est la France, l'Allemagne et l'Angleterre qui sont en gros les trois puissances cyber en Europe. C'est pas l'Europe en tant que telle. Non, la Belgique n'est pas protégée par les services secrets français ou exceptionnellement quand on vous intéresse, mais je veux dire, c'est au niveau européen. Peut-être même l'inverse, peut-être. Quels sont les pays les plus forts à ce jeu-là ? On se doute bien que les États-Unis et la Russie maîtrisent bien le jeu. Quels sont les pays qui sont le plus à la pointe, en fait ? En matière d'espionnage ? En matière de... Alors, pour le coup, je pensais de cybersécurité, mais peut-être que les deux vont de pair, d'ailleurs. Ça peut aller de pair. Bon, en matière d'espionnage, effectivement, on sait que c'est la Russie, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne en Europe, effectivement. Et, de manière générale, ce qu'on appelle les Five Eyes, c'est-à-dire l'alliance des services de renseignement, donc des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, la Grande-Bretagne, et je vais en oublier un, et du Canada, qui en plus travaillent de conserve, donc ce qui leur donne évidemment une force de frappe particulière. À une époque, la France voulait être le 6e œil, ça n'est jamais véritablement arrivé, mais ça faisait partie des rêves que caressait Nicolas Sarkozy à l'époque. Et Israël aussi, effectivement. Qui a une puissance importante dans le domaine. Et pour conclure, est-ce qu'il y a vraiment matière à inquiétude dans ce domaine-là ou pas vraiment ? Après, on voit toujours quand même des gros piratages de grosses bases de données qui peuvent être extrêmement problématiques, y compris pour les citoyens. Je pense au cas de Sony, par exemple. Il y avait dedans des tas de numéros de sécurité sociale qui ont donné lieu à des usurpations d'identité, des choses comme ça. Donc oui, effectivement, y compris pour les citoyens, il faut faire un minimum attention. Donc, on a eu le cas, effectivement, des récentes révélations, entre guillemets, de Wikileaks sur des données turques qui ont révélé au public des adresses, des numéros de téléphone d'électeurs turcs et principalement d'électrices, en fait, ce qui posait problème. Là, pas beaucoup de la responsabilité de ce qu'on rend public, mais il y avait des tas de choses de la vie privée qui ont été rendues publiques par des hackers. Il y a la question de l'élection aux États-Unis. La campagne, oui. Est-ce qu'il y a un risque sur cette élection ? On parlait tout à l'heure des États-Unis. Les services secrets américains craignent un piratage des données.
Je pense pas, parce que c'est les machines à voter, parce que les Américains votent beaucoup sur des machines électroniques. Il y a eu c'est principalement comme des distributeurs de billets, c'est-à-dire que c'est un peu en soi autonome. Donc il y a eu des hackers qui ont déjà réussi à pénétrer en s'approchant des machines avec des réseaux d'ondes, etc., à influencer ces machines. Mais c'est vraiment au cas par cas, machine par machine. Donc. Il y a un cap qui n'a pas encore été franchi et il faudra s'inquiéter le jour où il sera franchi, c'est ces actes de guerre commis dans le cyberespace. Et pour l'instant, aucun pays ou aucun, même un groupe non étatique, n'en est vraiment arrivé à ce stade-là. La seule tentative qui s'en est approchée, c'est l'Estonie. Pendant 3 jours, la Russie a bombardé l'Estonie dans le cyberespace et a paralysé le système bancaire, les systèmes administratifs et tous les ordinateurs. Il y a eu un cas en Ukraine quand même. Il y a de l'électricité en Ukraine qui a été atteinte pendant 3 jours. Mais on voit bien qu'on approche de ce seuil et pour l'instant, c'est ce seuil qui sera le plus inquiétant. Cyniquement, on peut dire que Daesh a utilisé le cyber-réseau de façon extrêmement efficace pour développer son terrorisme. Je sais que c'est plus basique parce que c'est par la communication, mais c'est sans doute celui qui, pour le moment, de façon la plus visible, réussit à manipuler. Là, pour le coup, on est sur une question de propagande, effectivement, avec un usage qui est extrêmement efficace. C'est une dimension qui est à intégrer maintenant au monde tel que nous le connaissions, mais ça fait vraiment partie des enjeux. Je vous propose qu'on passe maintenant à la semaine de dilemme, l'actualité d'un coup de crayon comme chaque fois. On en parlait tout à l'heure après le malaise de Hillary Clinton. Les nouvelles sont inquiétantes, vous allez le voir. Donald Trump va très bien, nous dit Dilemme, et souligne le commentateur qu'on voit là. L'écart entre les deux candidats se resserre dans les sondages. Nouveau coup porté au groupe État islamique en Syrie. Après la mort du numéro 2 de l'organisation terroriste, le Pentagone annonce que leur ministre de l'information, si on peut l'appeler comme ça, a été tué au début du mois dans un bombardement aérien de la coalition anti-djihadiste près de Raqqa. Des bâtons de dynamite coincés dans l'appareil dentaire. Arrestation en France d'un adolescent de 15 ans soupçonné de vouloir mener une attaque. 15 ans, quelle a été votre réaction en apprenant ça, Béatrice ? Je crois que ça fait partie du possible. Je suis passée comme on est étonné, les femmes, etc. Je pense qu'il y a une panoplie de gens qui peuvent être, à un moment donné, tentés de passer à l'acte. Et dans un contexte où, quelque part, parfois, tout pousse certaines personnes plus fragiles. Un adolescent de 15 ans, oui, je ne suis pas surprise, je ne suis pas surprise. Claire ? Non, aucune surprise non plus. Je pense que c'est dans le domaine du possible aujourd'hui. Je pense qu'à 15 ans, effectivement, on peut être tenté d'une radicalité beaucoup plus forte parce que c'est aujourd'hui l'offre radicale la plus importante sur le marché. Il faut regarder aussi un peu l'histoire longue et l'histoire des guerres ailleurs qu'en Europe. Les enfants soldats, notamment en Afrique, ça a une longue histoire et on n'est pas surpris d'avoir des enfants soldats en Angola ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit surpris d'avoir des apprentis djihadistes de 15 ans. On continue avec Dilemme, premier sommet des dirigeants européens à 27 sans les Britanniques, vous l'évoquiez tout à l'heure Béatrice. Et en VRP d'une union qui se veut attrayante, Angela Merkel et François Hollande parlant d'une même voix, sauf que l'Italien Matteo Renzi a cassé l'ambiance en refusant de se joindre à l'exercice pour ne pas laisser penser qu'il était d'accord avec les deux autres. Frustré, fâché, vous comprenez cette réaction, Pierre ? Oui, parce que c'est sur la question de l'afflux de migrants. L'Italie est en première ligne. Elle a beaucoup donné et agi énormément. Et elle estime que le reste de l'Europe n'est pas à la hauteur dans la solidarité. Et donc c'est là-dessus essentiellement que Renzi a voulu marquer sa réserve et son agacement. Échéance électorale aussi pour lui ? Des échéances électorales, le référendum qui le met en grand danger, qui met aussi les autres en grand danger. C'est un sommet un peu sparadrap. Ils font tous semblant et on attend de voir ce que ça va donner. Ils ont tous peur. Et il y a une autre division qui est apparue, peut-être plus subtilement, qui était entre M. Juncker et M. Tusk, sur la manière dont ils présentent le futur de l'Europe. Et c'est, je pense, tout aussi inquiétant, parce que ça veut dire que celui qui est à la manœuvre a peut-être pas tout à fait la même position que celui qui est au-dessus de lui. Et sur la répartition des réfugiés, c'était patent, puisque Juncker avait proposé une réallocation obligatoire, et que c'est pas ce qui est en train de se faire, ce qui explique que Renzi soit fâché. Sommet sparadrap, on garde l'expression. Dernier dessin de Dilemme cette semaine sur France 2, nouvelle émission politique à quelques mois de la présidentielle
présidentielle française. L'invité était le candidat Nicolas Sarkozy. Il n'a réuni que 2,5 millions de téléspectateurs, dit ce Français, à l'heure de l'apéro. Et il en a divisé combien, demande l'autre. Je veux bien, puisqu'on est au café, une petite réaction de Café du Commerce pour terminer d'un mot. Amael, non, mais peut-être qu'il y a aussi une usure par rapport à cette formule de l'émission politique. On voit d'ailleurs qu'ils ont de vraies difficultés Pierre, d'un mot. Je trouve que c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, Nicolas Sarkozy a choisi comme thème de campagne des choses qui divisent plus que celles qui réunissent et que parfois le Café du Commerce a du bon. Oui, un très rapide commentaire. Il y avait une Belge, Charline Vanhoenacker, qui a un peu résumé le côté ubuesque parfois de tous ces débats, et donc je trouve qu'elle a pas mal fait ça en fin d'émission. Thomas, d'un mot vraiment ? Non, moi je passerai parce que j'étais en reportage en Grande-Bretagne, donc je n'ai pas vu l'émission. Très bien. Eh bien, écoutez, vous pourrez la revoir en rattrapage et peut-être même sur TV5 Monde, qui sait. Merci à vous quatre d'être venus commenter l'actualité cette semaine. Merci à vous qui nous regardez. On se retrouve sur les réseaux sociaux d'ici à dimanche prochain. Passez une excellente semaine. À très bientôt.